Bonsoir. Détourner des images bien réelles pour leur donner un autre sens. Faire un autre récit d'un événement historique ou d'une actualité récente, voire la nier. Le phénomène n'est pas nouveau. Ce qu'il y a en revanche, c'est l'audience des réseaux sociaux apportant à la fake news une popularité inédite qui pousse les populations à des réactions incontrôlées, allant même dans certains cas, voire mort d'homme. Quel est l'état des lieux en Côte d'Ivoire? Comment les fake news arrivent-elles à prospérer? Quelles en sont les conséquences? Et enfin, les esquisses de solutions. Pour en parler ce soir, nous recevons le procureur adjoint de la République, M. Yeo Abel, M. Wodjo Traoré, conseiller technique au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Marius Komoé, président du Conseil national des organisations de consommateurs, et M. Félix Boni, journaliste éditorialiste. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, nous allons suivre cet élément qui présente bien la question. Ahmed Traoré, Flora Ballot, reportage. Les médias sociaux contribuent aujourd'hui à la diffusion rapide des informations. Ces systèmes de communication sont, à n'en point douter, les plus utilisés et consultés quotidiennement. Ces réseaux sociaux partagés via Internet s'appellent Facebook, Viber, Twitter, Instagram, WhatsApp, pour ne citer que ceux-ci. L'on constate que depuis ces dernières décennies, les sites abritant ces réseaux sociaux sont devenus les repères les plus populaires. Ils ont révolutionné notre façon de communiquer. Leur impact est indéniable. Cependant, des interrogations s'imposent. Les informations véhiculées sont-elles fiables, crédibles ? De quels moyens de vérification dispose-t-on pour repérer les dérives qui peuvent accompagner ces informations erronées? Heureusement, aujourd'hui, on a des logiciels qui permettent vraiment de démontrer qu'une information qui est passée est fausse si on prend le soin d'utiliser ce type de logiciel. Je pense qu'on peut continuer à utiliser les réseaux sociaux parce qu'il ne faut pas croire que c'est fondamentalement mauvais, c'est vraiment pas une affaire de partage entre l'amour et la haine. C'est le choix raisonnable, le choix mesuré, le choix réfléchi que chacun est en droit de faire. Et là, comme sur beaucoup d'autres questions, il faut garder sa raison critique. Fort heureusement, les pouvoirs publics mettent un point d'honneur à empêcher, sinon freiner, les travers dans l'usage des réseaux sociaux. Des moyens de communication qui semblent faire plus de mal que de bien, de par le contenu des posts envoyés à grande échelle, parfois tendancieux, irrévérencieux, calomnieux, violents, haineux. Une fois mis en ligne, ces textes dévoilent un usage nocif parce que ouvert à une large consultation des internautes. Existe-t-il des mécanismes juridiques pour stopper la propagation des messages véhiculant la haine ? Un réseau social où il y a de la haine, tu as le droit de dire « je ne suis plus là-dedans ». Donc c'est aussi une forme de protestation. L'autre chose maintenant, c'est toute la batterie juridique qu'il y a, qu'on peut également activer. Et là-dessus, je peux vous dire aussi que les services qui sont en charge de ce type de contrôle ne dorment pas tout à fait. Aujourd'hui, on observe et il y a de plus en plus les grands distributeurs, les GAFA comme on dit, qui sont très soucieux, qui deviennent de plus en plus vigilants au type d'informations qui circulent. Et ils ont mis eux aussi en place des sortes d'équipes de veille qui enlèvent d'emblée des informations délibérément ou hautement haineuses. Les réseaux sociaux, ce sont aussi les problèmes que causent les fake news. Ces informations fausses, mensongères, participent à tromper le lecteur de ces news ou à influencer son opinion sur un sujet particulier. Là aussi, les conséquences sont nombreuses. On peut user des informations pour opposer des communautés, on l'a vu lors des dernières élections. On peut l'utiliser aussi pour jeter du discrédit sur la gestion d'un homme, d'un élu. On peut également ruiner définitivement la réputation d'une pauvre personne, d'un homme, d'une femme, d'un enfant. Et après, c'est très très difficile à rattraper. Mais encore une fois, je pense que c'est la vigilance de chacun de nous et surtout que chacun de nous comprenne
on peut désactiver les réseaux sociaux. On n'est pas obligé de rester connecté 24 heures sur 24. L'une des principales conséquences de cette croissance et de l'usage exponentiel des réseaux sociaux est la dépendance créée chez les utilisateurs, motivée entre autres par la peur de rater une info, même non crédible, et le fait d'avoir la primeur de l'information. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être là. Encore une fois, bonsoir. Première question, qu'est-ce qu'une fake news, procureur adjoint de la République? Bonsoir, madame. Merci pour la question. Je suis heureux que vous commenciez par une approche définitionnelle parce que pour moi, les bonnes définitions font les bonnes compréhensions. Une fake news, cet anglicisme en français, c'est une fausse nouvelle. Une fausse nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle artificielle qui ne repose sur rien ou une nouvelle qui est délibérément et volontairement biaisée. Je n'entends pas par cette définition épuiser la définition et pourrait être affinée au fil de l'émission, mais brièvement, c'est ce que je pourrais dire sur ce que c'est que la fake news. Très bien. Monsieur Wodjo, conseiller technique du ministre de l'Intérieur, votre définition nous intéresse. C'est quoi pour vous une fake news? Une fake news, c'est une information qui n'est pas vérifiée, dont la source n'est connue de personne. C'est ça, une fake news. Très bien. Félix Boni, il a dit une fake news, c'est une information dont la source n'est connue de personne. Absolument. Mais si on se base sur, comme monsieur le procureur adjoint de la République l'a dit, l'anglicisme, fake, ça veut dire faux. Exact. Donc, c'est pas fake, du moins imitation. Imitation, pas false, faux. Votre avis, Félix Brou? Effectivement, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est une information qui est fausse, délibérément manipulée, qui est de nature à tromper le lecteur ou celui à qui on adresse l'information. Donc il y a une volonté de manipulation, c'est une sorte de désinformation qu'on fait. Changer la réalité. Changer la réalité. Et généralement, pour nous qui sommes journalistes, c'est une opposition à l'information. La fake news, c'est l'opposition à l'information. L'information, elle a une source, comme l'a dit tantôt M. Wodjo-Fini, elle est vérifiée, elle est équilibrée et on la livre comme un produit complet qui ne peut être attaquable. Or, la fake news, c'est une information qui n'a aucune source et donc une désinformation, une volonté manipulée de tromper. Votre avis, parce qu'il y a plusieurs définitions. Elle n'a aucune source, une volonté manifeste de tromper. Certains aussi affirment que la fake news, c'est une histoire qui existe, qui est vraie, dont certains éléments sont retirés pour en créer une autre histoire. Votre point de vue là-dessus? Oui, si nous allons sur cette base, nous pourrions dire que c'est de l'intox. En vérité, les fake news, c'est de l'intox, c'est de la désinformation. L'information existe ou pas? L'information peut exister, mais a été biaisée dans son contenu réel, dans sa source réelle. Dès lors qu'une information découlant d'une source réelle a été biaisée, elle ne répond désormais plus à une information. Comme on le dit, l'information doit être assez belle, elle doit être dénuée de tout fondement, de toute volonté manifeste d'intoxiquer le lecteur en ce qui concerne les réseaux sociaux, mais de l'auditeur et de téléspectateur en ce qui concerne les médias conventionnels. Donc, ne pas le relever, c'est encourager, donc, à notre sens, les fake news. Or, les fake news, c'est ce qui prédomine pour la plupart du temps les publications sur les réseaux sociaux. Monsieur le procureur adjoint, quelle différence faites-vous entre fake news et rumeurs? Alors, les rumeurs, comme on dit, bon, elles sont diffuses. Hein, généralement, on les laisse courir et elles finissent par s'essouffler d'elles-mêmes. Mais une fake, elle est aussi considérée comme une news, c'est-à-dire une information. Hein, une information et on la porte, je veux dire, par des canaux, je veux dire, à la connaissance du public, comme étant une information. Est-ce qu'elle est jugée pénalement au même niveau que la fake? La rumeur, en général, on ne sait pas qui est derrière la rumeur. Mais la fake news, nous, à travers nos enquêtes, on peut savoir qui est derrière. La source. Voilà.
La différence Non, entre... pas la source, mais c'est lui qui l'a publié. Qui a aussi une source. Voilà. Oui, une source, mais enfin, source pas originelle. Oui, originelle, tout à fait, tout à fait. La différence, pour vous, y a-t-il même une différence entre la fake news et la rumeur? Bon, à un degré moindre, hein, parce que quoi qu'on puisse définir un fake news et une rumeur, les deux vont toujours ensemble. Dès lors que L'objectif est... l'objectif de l'auteur qui publie l'information est de tromper le lectorat, son lectorat, et dès lors également que l'information qui est donnée ne repose sur aucun fait réel, à partir de ce moment, ça tombe également dans la vague de rumeurs que fait courir son auteur sur les réseaux sociaux dans le secret espoir de tromper son lectorat. Donc il y a une intentionnalité. Il y a une intentionnalité manifeste de poser un acte contraire, à n'en point douter, aux dispositions légales en matière de publication d'une information que l'on veut crédible, dont les sources sont bel et bien connues et les acteurs également connus. Monsieur Wodjo, comment faites-vous la différence entre la fake et la rumeur? Si tant est que la rumeur mourira de sa belle mort, comment est-ce que vous arrivez à faire la différence entre ces deux notions? En réalité, il n'y a pas grande différence. La rumeur, ce sont des informations qui généralement ne sont pas vraies, qui n'ont aucune bonne origine, qu'on répand. Quant aux fake news, c'est aussi des fausses informations, mais qui ont une trace. C'est ça la différence, mais qui ont une trace. Le procureur l'a dit tout à l'heure, on a la possibilité de remonter, voir qui est l'émetteur. Et quant aux rumeurs, oui, il semble. Bon, c'est toujours difficile. Donc les mots sont importants. Ah, les mots il sont semblerait, importants. Ouais, nous aurions entendu... Ah, les fakes, nous avons... Affirme. Oui. Nous avons une source. Il y a une preuve. Il y a une preuve. Très bien. Félix Bonny. C'est le traitement qu'on... la différence se trouve dans le traitement qu'on fait de l'un ou de l'autre. Et de l'autre. La rumeur, le procureur l'a dit, elle est diffuse. C'est une information qui circule. Qui n'a pas elle de n'a pas de fondement, okay. Elle n'a pas de source. Mais la fake news, il y a un traitement de l'information. C'est-à-dire, la rumeur peut devenir une fake news. C'est-à-dire, l'auteur de la fake news s'approprie la rumeur et en fait une information. La fake news, c'est la volonté de donner un fondement à une information qui n'a pas de source. Or, la rumeur, elle est diffuse, chacun en entend parler et puis elle passe. Parfois, il faut le dire aussi, il y a des rumeurs qui finissent par être vérifiées et qui finissent par devenir des informations. Il peut y avoir des bruits qui courent, qu'on recoupe, et ces bruits peuvent, on dit généralement, il n'y a pas de fumée sans feu. Et on finit par retrouver le feu. Tout comme il y a des rumeurs qui n'ont pas de... Ou le brasier, pourquoi pas. Ou le brasier. Tout comme il y a des rumeurs qui n'ont pas de sens, parce que parfois la rumeur cache une information vraie, dont on a pris un bout pour essayer de manipuler aussi. Et quand on remonte la rumeur, on finit par retrouver qu'il y avait quelque chose de vrai qui existait, mais qu'on a tronqué quelque part. Au fond, les deux se ressemblent, mais tout dépend du traitement formel que la fake news en fait. Monsieur Marius Komoé, vous êtes président du Conseil national des consommateurs de Côte d'Ivoire. D'où vient-il qu'on a la capacité assez rapide de faire un like et de faire un partage? Comment est-ce qu'on arrive à avoir l'adhésion rapide des populations sur une information dont on ne vérifie même pas l'authenticité? Là, vous faites plutôt appel à mes qualités ou à ma spécialité de webmaster. Et dès lors que nous sommes détenteurs... Mais aussi tout à l'heure, le président va répondre. Oui, bien sûr. Mais nous sommes... D'abord, il faut noter que nous sommes, c'est vrai, responsables de la première entité la plus importante du mouvement consommateur national. Il n'en demeure pas moins que nous sommes également responsables de plusieurs plateformes. Et donc, lorsque vous créez une plateforme d'information, une plateforme sociale, l'objectif visé, ce n'est pas de diffuser des fake news. C'est d'informer. C'est d'informer, c'est de donner un outil à nos concitoyens pour que les uns et les autres puissent s'exprimer librement. Mais naturellement, la communication et la liberté d'expression est toujours assujettie par des dispositions légales. Oui, mais avant d'en arriver aux dispositions légales, essayons de comprendre un peu le fonctionnement des internautes ou des consommateurs que vous dirigez. Mais la liberté d'avoir un smartphone. Oui. L'individu, il s'achète un smartphone
D'où vient-il que c'est aussi facile? Mais parce qu'il de liker, quand je vois une information, par exemple, qui est partagée, excusez-moi, peut-être par le président, vu la qualité et l'honorabilité de l'homme et du nombre de partages qui s'en suivent, pour moi, l'information est vraie. Et du coup, l'internaute, le consommateur, il partage. Dans les faits, le consommateur de l'information, il est beaucoup porté, même quand vous prenez la presse conventionnelle, le consommateur de l'information est beaucoup plus porté sur... On essaie de comprendre un peu. Évidemment. Voilà. Il est beaucoup plus porté sur des informations qui, ma foi, n'apportent véritablement pas grand-chose à son quotidien. Très bien. Je ne veux pas rentrer tellement dans les détails. Vous allez plutôt y arriver. Vous allez plutôt rentrer dans ces détails. Croyez-moi, permettez avec votre permission. J'arrive. Vous savez, il y a une chose qui est simple. Hein. Alors, l'individu, il détient un smartphone. À partir du moment où il a un smartphone, il s'est créé une page Facebook, où il s'est créé une page d'un réseau social. Il entre, par exemple, sur WhatsApp, parce que donc sur il WhatsApp, est libre de liker ce qu'il veut, il est libre de liker, il est libre d'apprécier, et il n'y a aucune contrainte à la matière. Monsieur le procureur adjoint de la République, alors on essaie de s'interroger un peu sur la facilité que certains internautes ont de liker, de partager. Ça nous vient d'où? Sans penser à vérifier l'information. Enfin, peut-être qu'on n'est pas éduqué en ce sens, n'est-ce pas? Allez-y, monsieur le procureur adjoint. Oui, j'ai suivi tout à l'heure vos échanges avec le président. Je pense que le président n'est pas un gourou. Ce n'est pas parce qu'il a publié une information qu'il faut la partager systématiquement. Non, du tout. Mais est-ce que souvent, celui qui partage et le nombre de partages qui suivent ne donnent pas une certaine crédibilité à la fameuse information? Vous êtes en train de me dire qu'un mensonge répété devient une vérité. Peut-être que c'est comme ça que les consommateurs réagissent. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas au kilo, ce n'est pas au nombre de choses. Non, je pense qu'il faut faire appel à l'esprit de critique, à l'esprit critique de nos compatriotes. C'est de ça qu'il s'agit. Et aussi à la responsabilité. Voilà, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est la liberté, mais toute liberté est en corrélation avec la responsabilité. Oui, on va permettre à M. Roudio de réagir. Allez-y. Oui, mais moi, je voudrais poser le problème d'une autre manière. Allez-y. Une information qu'un internaute balance sur les réseaux, et première chose, doit s'assurer que cette information est vérifiée. Même si c'est son président qui la diffuse. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, quand vous avez une page Facebook, on vous demande des informations. On cherche à savoir qui vous êtes, votre année de naissance, le nom de votre père, de votre mère. C'est dans quel but? Vos origines. C'est dans quel but? Oui, mais juste, c'est la traçabilité. Pour vous dire que vous êtes dans une maison où vous avez une pièce d'identité, vous avez un certain nombre d'informations dont vous ne devez pas faire des choses comme vous avez l'habitude de le faire. Donc vous êtes fiché, c'est ça que vous nous dites? Vous êtes fiché. Là, il faut le dire. Nous sommes tous fichés. Nous sommes tous fichés. C'est la fiabilité de l'information qu'on veut. Parce que quand un émetteur donne une information, il ne la maîtrise plus. Il faut que l'information soit bonne. Et l'objectif, c'est de garantir la paix sociale. C'est de donner la bonne information aux populations. C'est de favoriser la bonne cohabitation pacifique. Et non pas de compter les morts. Et pour cela, le législateur a pris son temps, ou en tout cas ceux qui ont inventé ce réseau social-là, ils ont pris des garde-fous. Et ce sont ces garde-fous-là que nos populations ne savent pas. Il faut les éduquer, il faut les informer, il faut les sensibiliser. Donc ces informations-là permettent de vous retrouver quand vous commettez donc un délit. Ah oui. Les informations données à Facebook permettent de vous retrouver en réalité. À dire vrai, sur Facebook, vous avez ce que l'on a appelé les standards de la communauté de Facebook, qui sont les règles éditées par Facebook à tout utilisateur de ces canaux de communication. Donc quand vous avez une page Facebook et vous entrez sur Facebook, vous devrez être à mesure de connaître les standards de la communauté. D'ailleurs, Facebook a mis en place un certain nombre d'algorithmes qui permettent de sanctionner eux-mêmes, en tant qu'équipe Facebook, de sanctionner non seulement les utilisateurs de son média, mais en plus les administrateurs et autres modérateurs de la plateforme. Très bien. Félix Bonny, réaction.
Moi, je suis un journaliste. Vous êtes journaliste? Je réagis tout autrement par rapport à mes prédécesseurs parce que pourquoi est-ce que les gens sont prompts à liker? Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de disposition qui les empêche de liker. C'est-à-dire une disposition qui les empêcherait de liker? Il n'y a pas de disposition. Ça dit que il n'y a pas d'interdit. L'individu qui est derrière un smartphone, c'est une entité psychologique dont on ne maîtrise pas les aptitudes. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas un grand niveau d'études. Ça peut être quelqu'un qui est dans une posture politique quelconque. Ça peut être quelqu'un qui défend un certain type de valeurs. C'est une entité psychologique qu'on ne maîtrise pas. Il peut partager cette opinion parce que ça rentre dans ses convictions, dans sa vision. Et c'est la raison pour laquelle l'information est réglementée. Moi, je suis journaliste et je pense que la première responsabilité incombe à celui qui poste l'information. C'est-à-dire, quand vous postez une information, il faut savoir qu'elle ne vous appartient plus et que quelqu'un d'autre peut en faire ce que vous ne voulez pas. Mais quand il poste l'information, il l'apprend quelque part. Oui, il l'apprend quelque part. Et là aussi, quand M. Odio Fini dit qu'il faut bien que l'information soit vérifiée, ce n'est pas un professionnel de l'information. Donc, et lui, la vérification de l'information, il n'y a aucune contrainte qui l'oblige à vérifier. Oui, mais quelle est la responsabilité en ce moment-là des citoyens que nous sommes? Est-ce que nous sommes même nous sommes formés? Est-ce que nous sommes formés à cet outil qui est arrivé et qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure des années? Il ne faut pas penser que ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire est différent de l'utilisation de Facebook aux États-Unis, en France et partout. Mais parlant de la Côte d'Ivoire, je peux vous certifier que, à dire vrai, vous avez une population à majorité analphabète. Oui, mais est-ce qu'on a été formé? Mais non, est-ce qu'il y a une formation à cela? Oui, mais qu'on stigmatise les Ivoiriens, parce que même aux États-Unis, on a aussi des analphabètes et qui ne comprennent rien. Permettons que nous puissions circonscrire à la Côte d'Ivoire. Les cas que nous avons sont des Ivoiriens qui likent ou qui partagent des informations qui ne seraient pas vraies. Je m'adresse à vous, Monsieur le Président du Conseil national des consommateurs. Je vous écoute. Est-ce que, puisque vous avez eu tout à l'heure à dire oui, c'est arrivé, c'est un nouveau média et tout, est-ce que vous, par exemple... Je refuse d'ailleurs qu'on appelle cela un nouveau média. Bon, non, c'est un média social. Un média social. Est-ce que... Permettez que je pose ma question. Est-ce que vous avez, vous, votre communauté, est-ce que vous avez formé à dire attention, l'État a mis des garde-fous, voilà comment il faut se comporter sur Facebook. Sinon, celui qui est derrière son smartphone, pour lui, Facebook est un endroit sans loi. Il fait ce qu'il veut. Ah non, Facebook n'est pas un endroit sans loi. Quelle a été votre responsabilité dans l'éducation des populations? D'abord, il faut noter que nous avons pris part à l'élaboration des textes de loi qui régissent justement le fonctionnement des TIC en Côte d'Ivoire, en notre qualité de responsable d'organisation de consommateurs. Notre point de vue avait été demandé à l'époque par les gouvernants pour savoir exactement ce qui motiverait l'adoption d'un tel texte au regard des principes directeurs pour la protection du consommateur. Nous avons joué ce rôle-là. Maintenant, une fois la loi a été adoptée et dont le décret d'application a été signé, notre rôle était de porter l'information auprès des usagers. Et à la matière, nous sensibilisons en tant que Conseil national, qui est l'instance regroupant les organisations de consommateurs, nous sensibilisons les présidents d'associations de consommateurs, membres de notre fêtière, sur les nouvelles dispositions de la loi en matière de TIC. Vous sensibilisez, mais certains de vos consommateurs sont sous le coup de la loi parce qu'ayant partagé pas mal de choses, est-ce que... vous savez très bien qu'au-delà de tout, attention, il ne faut pas donner l'impression ni aux téléspectateurs qui nous suivent, encore moins aux gouvernants, qu'il revenait aux organisations de consommateurs de s'approprier les textes de loi et de sensibiliser les populations. C'est le rôle de l'État. L'État a l'obligation de faire connaître tous les textes de loi que l'État se donne pour réguler l'activité économique, politique, sociale et culturelle d'un État. Ce n'est pas à une organisation de la société civile de le faire. Nous sommes là pour accompagner l'État dans sa volonté justement de réguler une activité bien précise, comme par exemple celle des TIC. Mais il ne revient pas en premier aux organisations de consommateurs, parce que nous ne disposons pas des médias d'État comme l'État là. Nous n'avons pas les moyens de coercition, les moyens de communication dont dispose l'État. Nous accompagnons l'État dans l'élaboration des tests, mais surtout dans la diffusion des tests en allant vers nos
membres, nos membres sont les présidents d'associations de consommateurs. Maintenant, il revient à ces présidents d'associations de consommateurs d'aller vers les consommateurs eux-mêmes, ainsi de suite. Mais nous avons également nos canaux de communication, tels que nos pages Facebook, nous en avons environ une dizaine. Nous avons également les plateformes généralistes qui traitent de tout sujet au niveau national et qui sont dans lesquels nous officions en tant qu'administrateurs. Alors, monsieur le procureur adjoint de la République, il y a des affaires courantes en ce moment. On ne vous demande pas les détails, mais il s'agit de la loi qui a été tordue. Alors, est-ce qu'on peut connaître et entendre cette loi ici? Parce que certains disent on n'est pas informé de la loi. Et si on est informé, qu'est-ce que ça veut dire, ces textes-là? Je vous en prie. Bon, dire qu'on n'est pas informé de la loi pour le magistrat que je suis, c'est bon, différent. C'est un peu froid, c'est vrai. Vous êtes magistrat, vous en tenez au texte. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé, mais certains disent qu'on n'est pas informé de la loi. Non seulement nul n'est censé ignorer la loi, mais je rappelle que les lois sont publiées. Hein, et donc, par définition, pour que nul n'en ignore, justement. Donc, dire qu'on n'est pas informé de la loi, non, ça ne peut pas opérer, en tout cas. Pour Très bien. Alors, que dit la fameuse loi qui régule, on va dire, les réseaux en Côte d'Ivoire, ou l'information sur Internet en Côte d'Ivoire? Alors, pour être clair, on parle des fake news. Hein. Alors, nous avons trois instruments. D'abord, le code pénal. Ensuite, la loi portant régime juridique de la presse. Et puis, enfin, la loi de 2013 sur la prévention de la cybercriminalité, de lutte contre la cybercriminalité. Ce sont ces trois instruments. Hein. Au niveau du code pénal, c'est l'article 183 du code pénal qui incrimine et qui réprime la propagation, la divulgation, la reproduction de nouvelles fausses. C'est des peines d'emprisonnement qui vont de 1 à 3 années, avec des peines d'amende de 500 000 à 500 millions. Je précise que ces peines d'amende et d'emprisonnement sont cumulatives, elles ne sont pas alternatives. En ce qui concerne, quand l'infraction est commise par voie de presse, ce sont des peines d'amende. Il n'y a pas de peine d'emprisonnement. C'est des peines d'amende qui vont de 1 million à 5 millions. Et puis enfin, l'article 65 de la loi qui porte prévention, en tout cas lutte contre la cybercriminalité, prévoit également des peines d'emprisonnement qui vont jusqu'à 5 ans, et jusqu'à 2 ans. 2 ans. Et, merci. Jusqu'à 2 ans et également des peines d'amende. Voilà. Donc ce sont les trois instruments qui nous permettent de réprimer ce genre d'agissement. Je dois dire que le magistrat du parquet spécifiquement, est un peu comme un arbitre. Par définition, nous ne faisons pas de la prévention. Nous faisons de la répression. Hein? Un arbitre sur un terrain de football ne dira pas à un avant-centre, si vous vous mettez dans telle posture, vous serez hors jeu. Non, vous êtes un observateur froid. Vous vous mettez là-bas, on constate que vous êtes hors jeu, on vous applique la loi. C'est notre rôle. Mais en dépit de cela, je dois dire que le parquet de M. le procureur de la République a fait œuvre pédagogique, parce que j'en veux pour preuve les nombreux communiqués qu'il a dû faire, les interventions télévisées qu'il a dû faire pour interpeller, pour alerter sur la propension de certains de nos compatriotes à publier ou à reproduire des fake news. Alors, cette loi, il faut bien qu'on puisse l'interpréter. Monsieur Wodjo, il a donné les amendes, et tout à l'heure, vous allez expliquer pourquoi est-ce que dans le cas précis des infractions de voie de presse, il n'y a pas de peine, mais plutôt que des amendes. Mais interprétons un peu la loi. Donc, ça nous amène à la question de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Est-ce que ce qui est vrai, c'est ma compréhension du monde? Est-ce que ce qui est vrai, c'est peut-être la ligne éditoriale d'un parti ou d'une nation, ou simplement ce qui m'arrange? Quand on parle de fake news, c'est une news qui est là et dont certaines informations clés ont été enlevées. Comment comprendre, comment apprécier le vrai du faux? Oui, mais on l'a dit tout à l'heure, je pense que ce qui est vrai, c'est ce qui est vérifiable, qui a une source. Je pense que les journalistes sont là. On ne peut publier quelque chose qui n'est pas
vérifier à la base. Alors, il y a certains plus grands médias, les grands médias se sont même trompés à certains moments. Ah bon? Dans la Vous avez le RTI, prix? même. Oui, bien, RFI aussi, enfin pas mal de médias Oui, mais oui, mais- sont mais- trompés. oui, mais- Hein, on va pas, Honnêteté on va pas intellectuelle mettre voudrait qu'on revienne. sur la RTI, oui. Je me suis trompé, voici la... Effectivement, il y a des erratums qui se font. Oui. Maintenant, celui qui s'est trompé, Oui. hein, le média qui s'est trompé, et le citoyen qui a publié l'information tronquée. Non, mais il y a la capacité de chercher, de Non, connaître non, la quelle est la fausse information. responsabilité de ce citoyen? Est-ce qu'il sera poursuivi ou c'est le média qui l'a mis en erreur? Toujours Bon, dans je pense que- l'interprétation de la loi. Non, j'arrive. Bon, D'abord, permettez que le procureur Permettez que le procureur adjoint réagisse sur la question. D'accord. Un média se trompe. Les plus grands se sont trompés. Oui, Apparemment, se tromper est humain. exactement. Bon. Et l'information tronquée est reprise automatiquement, dès que tweetée par les internautes, parce qu'on a confiance en ce média-là. Quelle est la responsabilité du média et du citoyen qui l'a retweeté? Alors, moi, je ne sais pas si dans cette hypothèse, on peut parler de fake news. Voilà, parce que l'information est une œuvre humaine. C'est un fake. Ou c'est pas un fake? Je ne pense pas qu'il faut parler de fake dans Voilà, cette si je peux aller jusqu'au parce bout. que Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Permettez Félix qu'il aille jusqu'au bout. Oui, mais je vais l'aider un peu aussi. Lui, il est Parce que journaliste. se tromper, parce que De bonne foi. il va réagir sur la nature de l'information fake ou Oui. pas fake, Oui. pour pouvoir dire le droit. Se tromper et puis fabriquer une information qui n'a pas de source, c'est très différent. C'est quoi se tromper pour vous? Quand vous saisissez une information et vous oubliez de taper un mot et donc ça change carrément le sens de la Voici phrase. ce que nous dit le code de notre métier. Ne publier que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Si nous nous sommes trompés de bonne foi, nous avons d'autres dispositions qui nous obligent à faire. Nous avons le droit de rectification. Est-ce que la loi connaît la bonne foi de l'individu? Non, c'est prévu par la loi. En tout cas, la loi sur la presse prévoit la possibilité pour nous de rectifier. De vous tromper aussi. De nous tromper. Et c'est pourquoi la loi a prévu que nous puissions nous rectifier quand nous nous trompons. Donc l'individu qui a repris un organe de presse et ça devient viral. Voilà, qu'un organe de presse crédible a diffusé. L'individu s'est trompé de bonne foi parce qu'elle fait référence à un organe de presse qui peut rectifier l'information. Mais pendant ce temps, le fait continue. Pendant ce temps, le fait continue. Et c'est là maintenant, moi je vais regarder. Je vais demander, monsieur le procureur adjoint, Dès lors, permettez... l'organe de presse a reconnu Oui. que l'information est fausse et l'a rectifiée par un erratum, alors elle est reprise en boucle sur les réseaux sociaux. C'est comme L'individu ça peut que ne ça pas fonctionne. voir aussi. C'est Voilà. ça aussi le Oui, problème. oui, bien sûr. Oui, mais Il j'aimerais avoir, parce que pendant que vous prenez votre temps à corriger, l'information circule, la mauvaise circule. Ouais, bien sûr. Quelle est la responsabilité pénale dans cette affaire? La responsabilité pénale de celui qui reprend, ou bien... De la source d'abord et de celui qui reprend celui et qui qui ne s'est regarde plus l'erratum après. En fait. Enfin, j'ai été interrompu tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on s'en... Désolé. Exactement. Tout à l'heure, parce que, voilà, j'ai dit que dans cette hypothèse, je ne pense pas qu'on est dans l'hypothèse de fake news. Le fake news, c'est une information qui est délibérément artificielle, manipulée. Manipulé. Dans un but, soit politique, soit économique. C'est ça la fake news. Et c'est ça qui est réprimé. Ainsi que les conséquences qui en résultent éventuellement. C'est ça. Donc, on peut se tromper. Être journaliste, ils peuvent se tromper, ça peut arriver. Non, pas du tout. C'est humain. Voilà. Mais la fake news, vous voyez, il y a la mauvaise foi. Ceux qui ont partagé aussi sont humains, non? Ils ne sont pas humains? Mais ils ont Non, partagé c'est ce qui n'est pas vrai. Monsieur Voilà. le procureur est en train de revenir là-dessus. Voilà. C'est-à-dire qu'en connaissance de cause, ils savent. Ceux qui partagent, ils partagent en connaissance de cause une information qu'ils savent, je veux dire, être tronquée, être biaisée. Vous voyez? C'est ça qui est réprimé. C'est ça l'esprit du législateur. Ce n'est pas des erreurs qui, après, on les rattrape. Voilà, non, c'est pas ça. Très bien. Messieurs, intéressons-nous maintenant à qui profitent les fake news. L'industrie, si c'est une industrie, elle prospère en tout cas. On en a de tout niveau, tant au niveau de la santé. Pour la Covid, on a eu pas mal d'informations. Les feuilles soigneraient la Covid-19. Pour éviter la Covid-19, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. On a même annoncé pour mort certaines personnes qui étaient bien vivantes, qui prenaient leur déjeuner et qui découvrent, au détour de regarder les réseaux, découvrent qu'il serait mort. Enfin bref, à qui profitent les fake news? Et surtout, on va comprendre quel est le mode opératoire. Monsieur le procureur adjoint de la République, quel est
le mode opératoire de ces fabricants de nouvelles? Alors, je ne sais pas s'il y a des officines de fabrication de fausses nouvelles. Je dois dire que je ne maîtrise pas bien le mécanisme par lequel les gens fabriquent de fausses nouvelles. Moi, je constate, parce que c'est ça mon rôle, je constate que quelqu'un a artificiellement avancé une information comme étant vraie alors qu'elle est grossièrement fausse et qu'elle a entraîné peut-être des troubles graves à l'ordre public. Moi, j'enclenche les procédures nécessaires pour que cela cesse, en tout cas pour que cela soit réprimé. Ça, c'est mon rôle à moi. Maintenant, comment ça se passe, comment ça se fabrique, à qui ça profite, mais je suis tenté de dire que ça profite en premier lieu à celui qui fabrique la fausse nouvelle. À celui qui fabrique la fausse nouvelle. Je veux dire qu'il s'agisse par exemple de concurrents. Ouais, je me souviens, il y a quelques mois en arrière, de cette information qu'on avait laissé circuler sur les réseaux sociaux, tendant à faire croire qu'il y avait une bombe dans un réceptif hôtelier de la place. C'était un week-end, si mes souvenirs sont bons. Vous imaginez la perte financière pour cet établissement. La perte financière pour ce week-end, mais aussi la crédibilité, l'image de cet établissement. Je veux dire, les gens seront dorénavant un peu plus hésitants pour aller vers cet établissement. Alors, est-ce que celui qui a divulgué une telle information, parce qu'après, elle s'est avérée archi fausse, celui qui a divulgué cette information avait certainement intérêt. Chez nous, en droit, on dit pas d'intérêt, pas d'action. Donc, le premier bénéficiaire, celui qui a intérêt à la chose, c'est celui qui fabrique, je veux dire, la fausse nouvelle. Alors, M. Wodji, est-ce que vous vous intéressez, vous, au ministère de l'Intérieur, à savoir le mode opératoire, pour pouvoir peut-être mieux tacler cette pandémie? Oui, mais on ne va pas rentrer dans les détails ici, sauf... Bien sûr, bien sûr. Sauf dire que le phénomène des fake news profite d'abord à celui qui émet. Comment ça se fabrique? Non, vous ne maîtrisez pas le... Non, je vais. Celui d'abord qui émet. Vous avez posé une question. Je vais de façon méthodique répondre à cette question. C'est d'abord celui qui émet le fake news qui profite. Première chose. Deuxième chose, nous avons remarqué effectivement que des gens peuvent, je veux dire, chez eux à la maison, fabriquer des fausses nouvelles et les diffuser sur les réseaux sociaux. Avec l'objectif précis de salir la réputation de quelqu'un, d'une autorité politique, d'une autorité religieuse, d'une autorité, de n'importe quel citoyen. Il a dit tout à l'heure, il a parlé d'un hôtel où les gens ont fait des pets sèches, la réputation est perdue, l'honorabilité des personnes est touchée. Et ça, c'est sérieux pour nous. Un autre aspect important à prendre en compte, il s'agit de ceux qui créent, qui sont des web activistes, et qui veulent se faire connaître. Et qui regardent les followers, qui n'ont pas besoin qu'on les connaisse physiquement, mais qui veulent juste savoir que sur ma page, je suis suivi par 300 000 personnes. 300 000 personnes. Mais avec des intentions inavouées. Ce n'est pas à nous, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, de chercher à savoir ce qui se passe. Ce que nous faisons, c'est que nous prenons les dispositions utiles pour réguler le secteur, parce qu'au niveau législatif, nous avons une loi, nous appliquons, nous recherchons ceux qui sont fautifs et nous les remettons au ministère de la Justice. Parce que comment nous fonctionnons. Est-ce qu'il y a des sites ou des activistes qu'on surveille de façon constante parce qu'on se dit qu'on ne sait jamais? Oui, vous avez aussi, au niveau de notre pays, de la Côte d'Ivoire, on navigue, on documente. On essaie un peu de savoir, on surveille. Parce que, en fait, les organisateurs de consommateurs sont là. Cette denrée, l'information, il faut la surveiller pour qu'elle soit potable. Non pas de donner des informations qui soient biaisées à nos populations. Donc l'État, dans son rôle régalien, surveille, éduque, donne l'information et la bonne information. C'est cela. Les autres détails, bon, souffrez que je n'en parle pas. Et nous respectons cela. Alors Félix Bonny, avec ces nouvelles technologies toujours en évolution, est-ce qu'on arrive à trouver la source de l'intox? C'est vrai qu'on sait que la source a aussi une source, mais est-ce qu'on peut arriver à détecter, à trouver la source de l'intox et la contenir? Oui, je crois que c'est très facile avec maintenant
je passe sous le contrôle de M. Ojo Fini, qui est au ministère de l'Intérieur, la DITT qui dispose de suffisamment de moyens pour remonter les sources. Nous avons eu quelquefois quelques problèmes lorsqu'on est arrivé à la DITT. Ça a été très rapide, donc, et ça, il faut saluer cela au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, parce que ça dissuade de plus en plus les mafieux, les fabricants de fake news. Vous parliez tantôt de à qui ça profite. M. Ojo Fini l'a clairement défini. Ceux qui ont la volonté de faire des followers, qui veulent diffuser des informations rapidement, y compris même des médias professionnels qui, à force de vouloir aller très vite, finissent par être des colporteurs de fake news. Et également aussi, il y a des fabricants de fake news, fabricants professionnels. Il y a des experts commis pour créer des fake news, pour régler des buzz. Oui, bien sûr, pour créer des buzz, mais même pour faire mal de façon délibérée, qui crée des fake news. À l'image de ce qui s'est passé avec les Nigériens il y a quelques semaines. Mais ça, c'est quelqu'un qui a manipulé délibérément, qui a voulu opposer la communauté ivoirienne à des Nigériens. Ça, par exemple, c'est deux auteurs qui ont conçu bien consciemment leur acte, en sachant que si on jette ça, ça va créer un boom, et puis peut-être ça peut profiter pour des causes peut-être politiciennes ou tout autre. Donc, il y a également des adversaires dans le domaine des activités économiques. Il y a l'entreprise IS qui crée un buzz par rapport à l'autre. Monsieur le procureur a donné un exemple, ça existe beaucoup. Et même dans des foyers séparés, monsieur est séparé avec madame, et il crée une situation, il passe par quelqu'un d'autre, il lance quelques images, et puis voici madame qui a des difficultés. Il y a à peine quelques semaines, le mois passé, je parle sous le contrôle également du procureur, on a eu le cas de ce couple qui s'est retrouvé partout sur les réseaux sociaux. Donc, il y a toujours un acteur, un auteur, et bien évidemment avec la DITT et la plateforme de lutte contre si la cybercriminalité, on arrive à remonter ces sources. Et au niveau des médias, nous, on a mis en place le réseau de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Je salue au passage le président Sermé qui fait du beau travail, avec l'Observateur des médias numériques de Côte d'Ivoire, qui a mis en place un observatoire avec un système de monitoring, de fact-checking qui nous permet de pingler rapidement les fake news, de chercher à en découler, à trouver les auteurs et à publier cela. Et ce travail est fait avec l'appui de l'UNESCO. Ça permet de publier, de dénoncer les auteurs et de les amener à freiner leurs ardeurs en matière de diffusion de fake news. Donc les auteurs sont faciles à retrouver. Monsieur Ojo? Non, juste vous rassurer que l'arsenal juridique en l'état nous permet de rassurer les Ivoiriens. Ça, il faut que je le dise, nous permet de rassurer les Ivoiriens. Plus rien ne va se faire comme avant. Quand vous diffusez une fausse nouvelle, soyez-en sûrs qu'on va vous rattraper. Alors, c'est vrai que la répression est présente et bien présente. Et me tournant vers vous, Monsieur Marius Comoé, ça va faire, parlant de conséquences maintenant, on aura moins de partage, puisqu'on n'est pas très sûr de la véracité de l'information, ou on prendra le temps de partager, surtout prendre le temps de partager l'information. Non, mais il faut dire que si Facebook ou tout autre réseau social, toutes les informations qui sont données ne sont pas que des fake news. Il y a aussi de vraies informations tirées dans les médias conventionnels qui sont repris. D'ailleurs, les médias conventionnels sont également sur Facebook. Donc, sinon, si l'outil Facebook n'était pas aussi bon, eh bien, les médias conventionnels ne lutteraient pas, justement, cette plateforme avec des non-professionnels du secteur. Au demeurant, je précise que un fake news, derrière un fake news peut se casser, comme l'a dit M. le procureur, un opérateur économique qui use de cette pratique anticoncurrentielle pour combattre un concurrent en vue d'assurer sa position dominante dans leur domaine. Au demeurant, vous avez également, au niveau des fake news, des acteurs politiques qui peuvent utiliser justement de fausses informations qui diffament, qui calomnient un concurrent à une élection pour pouvoir naturellement se positionner. Bon, donc il y a plusieurs raisons. Maintenant, il y a de ces acteurs qui utilisent les fake news de façon délibérée et qui publient tout et n'importe quoi. C'est ceux-là même d'ailleurs qui sont un danger réel pour la communauté, comme ce que nous avons vu avec le cas du Niger, des Nigérians et des Ivoiriens. Donc ça, on ne peut pas jouer avec. D'ailleurs, vous avez constaté sur Facebook que lorsque la situation s'est présentée, il s'est trouvé des Ivoiriens qui ont même demandé au parquet de libérer
La jeune dame qui a... On va en parler tout à l'heure. Alors, quand on va écouter... toujours qu'on arrête. Non, rassurez-vous, on va en parler tout à l'heure. On va simplement écouter le docteur Jacot, qui est psychologue, qui revient donc sur les causes et conséquences des fakes sur la société. Reportage, regardez. Les causes des fake news sont nombreuses et variées. Nous allons succinctement parler des causes psychologiques des fake news. Alors, il faut savoir que 3 notions de la psychologie peuvent servir à expliquer les fake news. Il s'agit de la dissonance cognitive, je vais l'expliquer tout à l'heure, du biais de confirmation et du besoin de contrôle. Alors, c'est quoi la dissonance cognitive? L'être humain possède sur le réel un ensemble d'informations, de connaissances et de croyances. Et lorsque ces croyances sont cohérentes entre elles, il ressent un certain confort qu'on appelle la consonance. Mais si en revanche, les connaissances, les croyances et les opinions qu'il a sur le réel sont contradictoires, il se sent dans un état d'inconfort qu'on appelle la dissonance cognitive. Et quand c'est le cas, il cherche à rétablir la consonance, c'est-à-dire la cohérence entre toutes les idées, les informations dont il dispose. Le biais de confirmation, c'est la tendance de l'être humain à rechercher dans son environnement des informations qui sont en congruence avec ce qu'il croit déjà, des informations qui sont cohérentes avec ses croyances, ses hypothèses. Et le besoin de contrôle, c'est la tendance à vouloir maîtriser ce qui sera demain. L'être humain a tendance à vouloir savoir qu'est-ce qui lui arrivera demain. Alors, quel est le lien entre ces 3 notions de la psychologie et les fake news? Pourquoi les gens s'adonnent aux fake news? Si un individu possède un certain nombre de croyances, et qu'il recherche dans son environnement d'autres croyances, il est soumis à d'autres informations, il va rechercher dans ces informations-là celles qui sont cohérentes avec ce dont il dispose déjà. Donc, c'est vrai qu'il est soumis à plusieurs informations, mais il recherche bien celles qui sont cohérentes avec les informations dont il dispose. Et comme il ressent aussi le besoin de savoir ce qui va lui arriver demain, eh bien, quand il est dans une situation où il manque d'informations, il va aller à la recherche de l'information dans le but de maîtriser son futur, du moins du point de vue de l'information dont il dispose. Alors, c'est un peu le cas de ceux qui consultent les charlatans. C'est bien parce qu'ils cherchent à savoir qu'est-ce qui leur arrivera demain, qu'est-ce que l'avenir leur réserve. C'est le même comportement qu'on observe chez ceux qui sont sur Internet à la recherche de la moindre information. Maintenant, si un être humain dispose d'un certain nombre de croyances sur le réel et qu'il reçoit des informations qui sont en contradiction avec ses croyances, cela provoque chez lui un état d'inconfort qu'on appelle la dissonance cognitive. Il va aller à la recherche des informations qui vont dans le sens de ses croyances pour être dans un état de consonance, c'est-à-dire d'un état d'apaisement. Donc, voici en quelques mots les mécanismes psychologiques qui justifient que les gens vont ça et là sur Internet pour rechercher les fake news. Maintenant, les fake news peuvent avoir diverses conséquences sur l'être humain. D'abord, il faut savoir que les fake news c'est pas un phénomène nouveau, c'est ancien. Par exemple, par le passé, il y a certaines personnes qui ont prétendu que les Noirs n'avaient pas d'âme. On a vu ce que ça a donné avec des phénomènes comme la traite des Noirs, comme l'esclavage. Il faut remarquer que les fake news prospèrent là où il y a un manque d'information. C'est quand il n'y a pas l'information que l'être humain ressent le besoin d'aller chercher d'autres informations. Et c'est cette atmosphère-là qui fait prospérer les fake news. Voilà, alors messieurs, nous sommes toujours en train de parler de fake news et déjà il y a des... Félix Bonnet, vous n'êtes pas d'accord?
avec notre intervenant. Pas totalement. Partagez. Je ne partage pas tout. Le point il a parlé vue. de congruence, effectivement, l'internaute, il est en congruence, il est en parfaite adéquation, j'allais dire convergent de vue avec ce qu'il partage. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de dissonance chez un internaute qui partage quelque chose. Ce que vous ne partagez, la dissonance, c'est quoi? La dissonance, c'est faire ce qu'on n'a pas envie de faire, avoir une conviction et puis être en contradiction avec sa conviction pour poser un acte. Alors, dans le cas des fake news, celui qui est auteur ou qui relaie les fake news est en congruence, comme il a dit, avec l'information qu'il diffuse. Donc, il n'y a pas de dissonance à la matière. On a l'impression... Oui, allez-y. Maintenant, lorsqu'il dit les fake news prospèrent là où il n'y a pas d'information, effectivement, les médias font parfois des fake news. Il arrive parfois où les médias font des fake news. Parce que lorsqu'il y a rétention d'informations pendant qu'il y a une actualité... Les médias conventionnels. Exactement. Lorsqu'il y a rétention d'informations pendant qu'il y a une actualité brûlante, chacun voulant également se positionner lorsqu'il y a cette actualité brûlante, parfois ça amène des médias voulant être parmi ceux qui sont les premiers à publier, à faire des erreurs, à diffuser des éléments qui ne sont pas totalement vrais, et ça nous condamne nous également aussi à ce niveau. Et c'est pourquoi l'État de Côte d'Ivoire a prévu, à l'article 34 de notre loi, la loi portant régime juridique de la presse, la loi 2017, a prévu à l'article 17 que le journaliste professionnel a le droit d'accéder aux informations d'intérêt public ainsi qu'aux documents publics dans les conditions fixées par la loi. Et ça, je suis sur votre plateau, je vais encore le répéter, que je l'ai dit une fois sur ce plateau. On a beaucoup de chargés de communication, on a des chargés de communication un peu partout, dans toutes les structures, toutes les institutions de Côte d'Ivoire, payés avec l'argent du contribuable, qui doivent nous aider à avoir accès aux informations. Vous voulez dire et qui parfois ne font pas ce travail. Ils ne communiquent pas. Donc favorisent les fakes. Ils favorisent les fake news. Aujourd'hui, seuls quelques ministères, et ce n'est pas parce que M. Odio Fini est là, je salue au passage le grand frère Zogo Junior, mais également le commissaire Edmond, et également au niveau de la gendarmerie, nous avons le capitaine Zana, qui sont toujours à notre disposition. Mais il y a certains ministères qui font carrément. On a l'impression qu'ils sont assis sur l'information, alors qu'on a un directeur de la communication chèrement payé, entretenu par l'agent du contribuable qui est assis sur l'information. Dans tous les cas, qui nous empêche de pouvoir rectifier, donner la bonne information. Mais la loi est claire. Que vous ayez l'information ou pas, si vous partagez une mauvaise information, vous êtes sous le coup de la loi. Je dis, ce n'est pas forcément la mauvaise information. Ça amène certains médias à faire parfois des erreurs dans l'information. Parfois, l'information n'est pas très juste et ça amène parfois, tout le monde n'est pas au même niveau de professionnalisme. Mais par exemple, si je prends le cas chez moi, nous, on n'est jamais pressé de publier une information. D'ailleurs, nous avons ouvert une rubrique fake news chez nous pour rectifier. Je vous donnerai le nombre de fake news que nous avons rectifié depuis jusqu'au 25 mai dernier, c'est-à-dire le 25 mai, date à laquelle à 6 h du matin, on a appris le décès du président du Conseil constitutionnel avant de le revoir à la télévision quelques heures après. Tout à fait. Alors, ça a été corrigé. Alors, quand vous dites que le média se trompe de bonne foi et que le citoyen ne se trompe pas de bonne foi, il faut quand même comprendre un peu comment la loi réagit vis-à-vis de ces deux cas. Le média a le droit de se tromper parce que, oui, il fait des erreurs. On peut faire des erreurs, ce sont des humains. Mais en même temps, je répète que le citoyen qui a partagé peut aussi faire des erreurs. Je vous donne des Monsieur le procureur adjoint de la République, permettez. Monsieur le procureur adjoint de la République, allez-y sur cette question. Bon, enfin, j'insiste encore une fois sur la notion de fake news. Si on ne s'entend pas là-dessus, j'ai dit d'entrée de propos que les bonnes définitions font les bonnes compréhensions. Si on ne s'entend pas là-dessus, ça va être... On s'entend là-dessus, mais vous permettez aux médias de se tromper. Ce n'est pas nous, c'est la loi. C'est la loi. OK, alors comment est-ce que... Mais à quel moment nous avons déjà condamné des journalistes pour publication de fake news. Donc ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Très bien. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'un texte de loi qui incrimine un comportement décline les éléments constitutifs qu'il faut pour que l'infraction qui est reprochée à un citoyen soit constituée. Donc c'est au cas par cas. Ah, très bien, au cas par cas. Voilà, en fonction... En ce qui concerne les journalistes, je veux dire, c'est la loi portant régime juridique de la presse. On regarde les éléments constitutifs d'une infraction. S'ils sont constitués, certains de ses confrères ont été condamnés à des peines d'amende. 5 millions, les derniers qui l'ont été. Voilà, donc je veux dire, ce n'est pas une licence donnée aux journalistes pour faire des fake news. Si la course au scoop, comme ils disent dans leur milieu, les amène
à publier des informations avec, je veux dire, avec légèreté ou avec imprudence, c'est un risque pénal qu'ils prennent et ils l'assument. Voilà. Et celui, évidemment, qui va repartager l'assume, c'est cela. Bien entendu. Très bien. Alors, vous vouliez intervenir, Monsieur le Président, allez-y. En fait, bon, pour aborder dans le même sens que Boni, Félix, qui lui est journaliste professionnel, un journaliste peut traiter une information. Comme par exemple, il peut dire dans sa publication, un homme a été mordu par un chien, l'homme est enragé. Celui qui va reprendre l'information sur un réseau social va dire un homme meurt un chien, le chien meurt. Lui, il recherche le like en publiant cela. Mais est-ce que la véracité de l'information est réelle? Aucunement. Et ça va être partagé. Mais c'est ça qui va être partagé sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, ça sort de l'ordinaire. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu et qu'on n'a jamais entendu parler, qu'un homme mord un chien, que le chien meurt en lieu et place d'un chien qui mord un homme et l'homme est hospitalisé ou je ne sais pas quoi. Ben, voilà, c'est ça qui préoccupe sur les... Vous allez porter une information tout de suite sur les réseaux sociaux, une information assez crédible qui, naturellement, ne suscitera point d'intérêt. Qu'est-ce qui fait la crédibilité de l'information? La crédibilité, c'est ce qui est naturellement vérifiable et vérifié. Aussi simple que ça, il ne faut pas chercher autre définition. C'est ce qui a une source, une tête et une queue. On peut aller naturellement la vérifier. Or, un fake news n'est pas vérifiable. Or, à la matière et sur les réseaux sociaux, c'est la fake news qui domine. Et ça, il faut le dire parce que chacun, comme l'a dit monsieur le conseiller, cherche à avoir autant de likes, de commentaires, de partages. Vous savez, un partage, il y en a qui font 1000, 200, 2000, 3000 partages. Mais quand vous dites 1000 partages, l'individu, il a 4000 abonnés sur sa page. 4000 amis. Alors, quand lui, il a partagé, c'est 4000 personnes, amis, qui ont vu la publication. Mais les amis de ses amis, à lui, sur Facebook, retrouvent également la même publication. Au final, quand on a partagé plus de 1000 fois, c'est pour ça d'ailleurs vous regardez très souvent sur les réseaux sociaux, les influenceurs et influenceuses demandent à leurs abonnés de partager, parce que c'est des milliards d'individus qui voient, lorsque c'est partagé à des milliers de fois. C'est ça qu'il faut souvent expliquer. Alors, monsieur le procureur adjoint, dans ce genre de situation, celui qui a demandé le partage, si c'est un fake, et tous ceux qui ont partagé seront arrêtés. Ah, là, ils vont arrêter Permettez, beaucoup, ça fait des milliers. La question est posée à monsieur le procureur adjoint. Pour bien comprendre, la source n'est pas bonne. La source a donné un fake. Et on a partagé, puisqu'on a été incité à partager. C'est ce que vous avez dit. La loi dit ceux qui ont relayé l'information. Dans certains cas d'espèce, ce sont des milliers de personnes. Ça se passe comment? Oui, mais c'est pour cela. Vous voyez bien que ceux qui font ça, ils prennent le soin de se mettre géographiquement à l'abri. Explication. Exactement. Quelqu'un qui est au pôle Nord, je veux dire aux États-Unis, par exemple, et que vous dites partagez, partagez, partagez. Mais quand la machine répressive se met en marche, le temps que nous, avec la coopération internationale, vous êtes à côté de moi ici, moi je vous prends tout de suite. Ah d'accord, les partageurs ici à Abidjan sont pris, mais la source est à l'abri. Enfin, elle n'est pas à l'abri. Il y a des liens de façon entre elle n'est pas à l'abri, je veux dire que c'est un acte répréhensible. Nous allons initier des poursuites, mais je veux dire, quelquefois c'est difficile parce qu'elle n'est pas sur le territoire national. Assez contraignant en fait. Voilà, c'est difficile. Il y a beaucoup de mécanismes, de procédures, de coopération internationale à mettre pour lui mettre la main là-dessus. Mais par contre, celui qui prend le risque pénal, encore une fois, de partager une fake news, mais écoutez, avec la direction de l'informatique et des traces technologiques et une structure embryonnaire à la brigade de gendarmerie qu'on appelle la SAT, nous, s'il est démasqué, il est interpellé, il subira les rigueurs de la loi. C'est pour cela que tantôt je disais que Facebook, excusez-moi, est-ce que je peux... Oui, allez-y, je vous prie. Tout ça, c'est la liberté. Mais la liberté appelle la responsabilité. Exactement. Il faut qu'on le comprenne, et qu'on le comprenne définitivement. Tous autant qu'ils sont, je reviens. S'il y a 500 personnes, vous arrêtez les 500 personnes? Ah ben c'est ce que dit la loi. À Abidjan, je veux dire. C'est ce que dit la loi. Permettez, Félix Boni, monsieur oui, moi, je voudrais qu'on retienne de cette émission
On n'a pas encore arrivé aux solutions. Nous ne sommes pas aux solutions. On a failli... non, nous ne sommes pas aux solutions. Nous ne sommes pas aux solutions. Les médias traditionnels. Non, nous ne sommes pas aux solutions. Ce n'est pas ça le débat. C'est les conséquences en ce moment. Nous sommes aux conséquences. On a failli aller vers les médias traditionnels. Or, ce n'est pas ça le débat. Ici, on parle des fake news. Et il a dit quelque chose d'important. Je voulais revenir sur cette belle citation. Les fake news prospèrent là où il n'y a pas d'information. Et chez nous, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, on fait de la prévention. On prend toujours le temps de communiquer. Oui, on fait passer des communiqués. On attire l'attention de... C'est dans les solutions, n'est-ce pas? Oui, mais je viens. Okay, c'est une méthodologie. D'accord. Elle est didactique d'abord. Il faut pas qu'on pense qu'au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, nous ne sommes là que pour la répression. Non, nous ne sommes pas là que pour la répression. Vous communiquez, vous sensibilisez. C'est le ministère de la Justice qui fait de la répression. Nous, on communique. Il faut éduquer nos compatriotes. Il faut leur dire que les fake news sont une mauvaise information qui peut les amener là où ils n'ont pas prévu d'y aller. Première chose. Deuxième chose, quand on partage, on leur demande de vérifier. Si vous n'avez pas une bonne source, ce n'est pas la peine de partager. Parce que ça, si on le leur dit aujourd'hui, ils auront retenu cela, ils feront beaucoup plus attention. Très bien. Alors, Félix Boni, est-ce qu'il ne faut pas craindre un certain sédentarisme culturel? Ça veut dire qu'on ne fera plus confiance à tout ce qui est média, mais on sera fidèle à un seul, en espérant évidemment que celui-là aussi ne publie pas un jour de fausses informations. Mais pour ne pas se retrouver un jour en prison délibérément ou parce que je me suis amusé un peu sur les réseaux sociaux, les informations ont une source. Là où il y a les vraies informations, c'est dans les médias traditionnels. Et le média traditionnel a une responsabilité qui est définie par la loi portant régime juridique de la presse. Si nous vous trompons là-bas, ce n'est pas vous qui êtes dans votre salon qui allez aller en prison, c'est bien nous. C'est nous, parce que nous avons notre travail encadré par une loi votée par la nation ivoirienne et qui encadre le travail d'information. Donc, il ne s'agit pas d'aller s'informer sur les réseaux sociaux, faire des likes qui vont vous conduire en prison. Allez-y dans les médias traditionnels pour vous informer. Vous avez vu qu'il y a un nouveau billet de 50 000, ce qui a circulé. On a eu un démenti. Le 25 avril dernier. Allez-y vérifier dans les médias traditionnels s'il y a un nouveau billet de 50 000 qui est sorti. Et aujourd'hui, les médias traditionnels sont aussi rapides, on n'a plus besoin d'attendre le lendemain. Il y a les sites numériques qui sont aussi rapides, qui vont rectifier l'information ou vous donner la bonne information. Mais si vous restez sur les réseaux sociaux pour liker, diffuser, partager, vous allez aller en prison. Le procureur vous l'a dit tantôt, si vous êtes 5 000, je crois qu'on va agrandir la taille de la maca pour vous accueillir. Très bien. Alors, Monsieur le Président Marius Komoué, est-ce qu'il ne faut pas craindre une crise de confiance entre les populations et toutes les sources d'information? Finalement, on ne sait plus qui est qui et qui dira quoi. Vous voulez que je vous parle sérieusement? Sincèrement. Alors, je vais vous dire. Aujourd'hui, la prédominance des réseaux sociaux, sinon des usagers aller vers les réseaux sociaux pour rechercher l'information, découle de quoi? Tout est parti de quoi? Du mauvais traitement de l'information par la presse conventionnelle. Pour les faits et pour les partis pris de la presse conventionnelle, pour les hommes politiques et les partis politiques, le rôle d'un journaliste, ce n'est pas d'être au service d'un parti politique, même si cette autre presse doit exister. Mais il n'en demeure pas moins que le journaliste, le vrai, le véritable journaliste, il n'a pas d'amis, il n'a pas d'ennemis, il n'a pas de parti politique. Il traite l'information, il donne l'information à l'usager. Mais de plus en plus, nous nous sommes rendus compte que dans notre pays, puisque vous insistez qu'on parle seulement du cas de la Côte d'Ivoire, je vous dis que la presse ivoirienne a démissionné de son rôle d'être l'informateur crédible de l'opinion nationale. Ils ont pris fait et cause pour les hommes politiques et les partis politiques. Tout organe politique, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, derrière se trouve un homme politique ou un parti politique. À partir de cette instance, les Ivoiriens avaient donc perdu la crédibilité. Donc du coup, ils se sont créés eux-mêmes. D'ailleurs, même dans la crise ivoirienne, on s'est bien rendu compte que la presse ivoirienne avait son parti. Très bien. Félix Boni, il dit que vous avez démissionné. Je n'exonère pas notre responsabilité. Mais c'est pourquoi on a refait cette loi, la loi portant... On était régi par la loi de 2004. Depuis 2017, on a une nouvelle loi. Je n'exonère pas notre responsabilité. Mais alors là, j'insiste et je dis encore, l'internaute, il est au moins à l'abri quand il cherche l'information dans la presse. Parce que là-bas, il y a un directeur de publication qui est l'unique responsable de tout ce qui aura été diffusé et qui paiera pour lui.
là où l'internaute sur les réseaux sociaux s'expose à l'inconnu, à l'aventure et peut se retrouver en prison. Ça veut dire qu'on ne doit plus aller sur les réseaux sociaux pour avoir des informations. Les réseaux, c'est ce que vous dites. L'information est une denrée. Est-ce que les journalistes vont tout le temps en prison? Les journalistes ne vont pas en prison parce qu'ils font leur travail. Quand bien même ils auraient démissionné, ils seraient derrière eux se trouveraient des chapelles politiques. Ils font le travail de l'information. L'information est une denrée qui s'appelle information, qui est comme le gâteau fabriqué par... comment ça s'appelle ceux qui font les gâteaux là? Les pâtissiers. Les pâtissiers, c'est comme la galette fabriquée par la dame qui vend des galettes. C'est-à-dire l'information, c'est le journaliste qui fait l'information. Les réseaux sociaux ne produisent pas d'information, produisent des sources d'information, mais ne produisent pas d'information. Ce qui est produit, la preuve en est que les fake news prospèrent là-bas. J'ai dit les fake news, c'est l'antithèse de l'information. Très bien. Alors, il dit que les journalistes essaient de faire la preuve, la loi sur la presse régit, mais vous n'avez pas dit si vous avez démissionné ou pas, hein, Félix. On n'a pas démissionné. Très bien. On n'a pas démissionné. Très bien. Mais la presse, je voudrais dire à M. Marius Komoï, qui est président des consommateurs et qui avait commencé par président des consommateurs d'œuvres de presse, que la presse est une denrée qui évolue. C'est-à-dire le métier de journalisme évolue. Et à chaque époque, à chaque période conjoncturelle appartient une presse. La Côte d'Ivoire est en train d'évoluer. On a traversé des périodes de crise politique qui a politisé, je l'ai dit, le contenu des médias ivoiriens. Mais je crois qu'on va rentrer dans une autre phase, une autre dynamique qui va nous permettre aussi d'être aussi crédibles, aussi professionnels. Très bien. On tire toujours des leçons de nos échecs. Merci, et je crois que nous avons tiré aussi des leçons. Monsieur Vodjo, vous voulez intervenir sur la question avant qu'on passe... Ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne va pas faire ici le procès des médias traditionnels. Non, du tout. Non, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Cher ami, on ne va pas faire le procès des médias traditionnels. Les temps ont changé. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Les temps ont changé. Nos amis des médias traditionnels doivent aussi changer. Et il y a un autre événement qui prend le dessus, ce sont les réseaux sociaux. Sauf ce qu'on demande quand les journalistes vont sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir l'information la bonne et d'aller à la source. C'est tout. Alors, ils ne peuvent rien. Aujourd'hui, nous avons une chute au niveau des ventes parce que les gens ont besoin de l'information rapide. Ils ont besoin de l'information qui est disponible. Ils n'ont pas besoin juste de... Non, à tout moment, l'information est disponible. Donc, je pense que ça, il faut éviter de... Sauf demander à nos journalistes d'aller plus loin. Très bien. Alors, merci beaucoup. Monsieur Marius Komoï, vous n'avez pas la parole. Monsieur Marius Komoï, vous n'avez pas la parole. Alors, des fake news. Est-ce qu'on n'arrivera pas, s'il vous plaît, messieurs, un jour, si on n'arrive pas à réguler, si on n'arrive pas à contrôler, c'est vrai que la loi et la répression est là, mais si on n'arrive pas à contrôler, à réguler, est-ce qu'un jour on arriverait dans cette nation à dire qu'on va suspendre, par exemple, Facebook ou Twitter, comme ça se passe dans certains pays? Et ce serait, à notre humble avis, violer le droit des populations à avoir accès à l'information. Ça se fait dans certains pays. Hein. Dans un pays aujourd'hui qui se veut crédible et qui assure la liberté d'expression, la démocratie ne peut pas véritablement s'engager sur cette voie. Et naturellement, en tant que premier responsable des organisations de consommateurs, nous n'accepterons pas cela. Cette fois-ci, vous prenez la responsabilité. Mais je vous l'ai dit en toute honnêteté. Permettez que le procureur adjoint de la République réagisse sur la question. Oui, bon, la Côte d'Ivoire, le principe politique, c'est la démocratie. Oui. Hein, et donc la liberté. Donc si une telle décision est prise, ben, écoutez, elle ne va même pas avoir l'occasion d'être prise, que les défenseurs des droits, des libertés vont pousser des cris d'orfraie. Voilà. Non, et puis, je pense que ce n'est pas quelque chose... Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est d'inviter les uns et les autres à la responsabilité. Est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver un jour en Côte d'Ivoire, avant d'aller sur l'élément des solutions? Oui, monsieur Vodjo. Je ne pense pas. Nous sommes dans un état de droit. La démocratie appelle la liberté, et la liberté, c'est la responsabilité. Il faut que les gens soient responsables. C'est tout. Voilà. Nous sommes dans un état de droit, il faut l'assumer. C'est une très bonne chose. Si on n'arrive pas à avoir des gens responsables qui continuent à créer du désordre, est-ce que Félix Boni, on pourrait arriver à suspendre ou à restreindre? C'est la raison de l'émission qu'on est en train de faire en ce moment. Répondez à la question, Félix. C'est pour dire à ceux qui sont irresponsables sur les réseaux sociaux que si vous êtes irresponsable, vous aurez en face de vous un gendarme qui est monsieur le procureur, la justice, et vous serez pris. Donc finalement, on va finir par avoir des gens responsables. Mais je ne pense pas qu'on puisse fermer les réseaux sociaux, Facebook,
parce que ça ne sert pas qu'à diffuser des informations. C'est une plateforme interactive à travers laquelle les gens échangent. Et nous-mêmes, les médias, vu le fait que le public se retrouve désormais sur les réseaux sociaux, nous diffusons également sur les réseaux sociaux pour amplifier la visibilité, pour donner la bonne information là-bas. Donc si on suspend les réseaux sociaux, on aura suspendu aussi les médias et leur... Alors, la question étant d'intérêt national, Ahmed Traoré, notre reporter, a recueilli l'avis des populations. Reportage. Les informations sur le net peuvent avoir des conséquences dramatiques. Bon, souvent, les faits ne sont pas d'actualité. Il y a des faits qui se passent ailleurs et on peut, à partir de ces faits, faire passer des informations qui sont erronées, peuvent envoyer même une guerre civile dans un pays. On a vu le cas dernièrement concernant les Nigériens. Paraît-il que les faits s'étaient passés il y a longtemps, ce n'était même pas au Niger, ça ne concernait même pas des Ivoiriens, mais on a vu un peu ce qui s'est passé. Donc je pense qu'on doit chercher à vérifier les informations avant de les faire passer. Ça peut avoir des conséquences très négatives comme positives aussi selon l'objectif que la personne veut atteindre. Avant, où on avait les médias classiques et autres, il n'y avait pas trop de fake news. Mais maintenant, avec la propagation des réseaux sociaux, on se rend compte qu'un peu partout, il y a des informations même qu'on n'avait pas avant, qu'on a maintenant, parce que tout le monde est entre griffes journaliste. Tout le monde a son avis à donner sur tel sujet, sans même être expert dans un domaine. Tu peux donner ton avis sur un sujet d'aéronautique, un sujet de politique, et ce qui fait que ça a un peu terni l'image d'Internet. Pourtant, Internet, à la base, est fait pour pouvoir s'informer, se divertir. Et donc, ça a détourné le vrai sens d'Internet. Je peux dire que ce n'est pas du tout bon de donner des informations qui sont fausses comme ça. Ça peut détruire les vies, en fait. Ça peut engendrer des conflits dans la population. Voilà. Par exemple, la semaine passée, ils ont dit comme ça, la petite sœur de Digue Arafat, elle est décédée, pendant qu'au fond, ce n'était pas le cas. Vous voyez ce que ça peut engendrer à une mère qui est là, qui apprend à travers les réseaux sociaux que son enfant est décédé pendant que c'est faux. En tout cas, ce n'est pas du tout bon. Cette information sur les réseaux sociaux, vraiment qu'ils arrêtent. Parce que ça traumatise la population. Du coup, il y a ceci, il y a cela, après c'est faux. Donc, ceux qui font ça, là, en tout cas, ils n'ont qu'à arrêter pour qu'on reste en paix dans ce pays-là et vaquer à nos occupations. Par exemple, si on dit il y a telle chose qui doit arriver, les gens vont aller dévaliser tous les magasins de nourriture ou autres pour aller garder. En temps, il n'y a rien. On n'a plus rien. Et les sacs de riz, l'huile, tout ça là, c'est rempli dans la maison. Donc, ils n'ont qu'à arrêter ça. Je vous regarde. Les impacts, nous les connaissons tous. Vous voyez que la dernière fois, on a assisté à des trucs, à des scènes pas catholiques. Il y a eu des morts d'hommes, il y a eu des marchandises, il y a eu des boutiques qui ont été pillées par une simple rumeur. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'impact est très grave et il faut déjà trouver quelque chose à cela. La question est d'intérêt national, messieurs. Les populations ont donné leur avis. Quelle solution pour éviter qu'on ait encore des personnes qui aillent dévaliser des magasins sous prétexte qu'il y aurait pénurie d'eau? Comment arriver à ce qu'on n'ait plus mort d'homme parce que certains Ivoiriens seraient en train d'être humiliés, frappés ou tués dans d'autres pays? Monsieur le procureur adjoint de la République, avez-vous des esquisses de solutions à proposer? Non, des esquisses de solutions, bien sûr, parce que bon, tout le monde s'est bien rendu compte à l'occasion des événements malheureux, notamment le pogrom sur les membres d'une certaine communauté, pour ne pas la nommer ici, que l'information, la mauvaise information, les fake news tuent autant que les kalachnikovs, autant que tout autre type de fusil ou des armes blanches. Il n'y a pas que ces armes-là, les armes à feu qui tuent. L'information peut être tueuse. Et le titre éponyme de votre émission est fort heureux. Ces informations qui tuent. Vous voyez, on s'en est bien rendu compte. Alors, comme je le disais tantôt, il faut inviter les uns et les autres à la responsabilité. Liberté étant toujours en corrélation avec responsabilité. Et puis, l'une des clés, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Malheureusement, force est de constater que de plus en plus, il y a un relâchement
au niveau de l'éducation. On pense aujourd'hui que aimer son enfant, aimer son neveu, c'est lui passer tout. Et en se comportant ainsi, on fabrique des monstres pour lui-même, mais également pour la société, malheureusement. Donc l'une des clés, c'est l'éducation. Et puis aussi l'instruction. L'instruction, et puis bon, ben, les canaux de sensibilisation, le président à mes côtés, doivent se donner les moyens d'être plus actifs aux côtés de l'État. Exactement. Bon, ben, voilà. Alors, Monsieur Ojo, oui. Solution. Vous avez dit, vous êtes au ministère de l'Intérieur, c'est vrai, vous avez tout ce qui est en place pour pouvoir mettre le grappin, mais vous communiquez, vous sensibilisez, un message aux populations. Oui, c'est qu'on s'est totalement rendu compte que le mauvais usage des fake news nous apporte ce qu'on appelle la mort, la désolation, des problèmes de cohésion sociale. Et je pense que les populations, quand elles les écoutent, nous, en tant que responsables, on doit aller plus loin. Et au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, notre objectif tourne autour de la régulation du secteur. Il faut réguler davantage, il faut renforcer la législation et il faut éduquer les populations. Il faut leur parler. Il faut leur parler, il faut faire des communiqués. Il faut faire appel à la société civile pour interpeller nos communautés sur le moyen d'emploi des fake news. C'est important. Le procureur a dit tout à l'heure, la liberté ne veut pas dire libertinage. Et la liberté impose la responsabilité. Vous le faites, vous allez en prison. Il faut le leur dire clairement. Il faut vérifier les informations. On ne cessera de les dire. Et il a dit quelque chose de pertinent à la maison. Mais à la maison, on n'a pas le droit de donner les meilleurs smartphones à des enfants de moins de 10 ans. Qui font des likes comme ils veulent, des partages. Et vous-même, quand vous payez l'Internet par mois, à 2-3 jours après, vous n'avez plus... On vient vous dire que c'est... bon, il n'y a plus d'unité. Ça veut dire que les enfants sont en train d'aller sur les sites, ils font n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent. Vous devez être interpellé. Il y a des enfants qui ont été interpellés comme ça, dans ces situations-là? Oui, bien sûr, nous sommes interpellés. Nous devons donner la bonne éducation, la bonne information à nos enfants, à nos compatriotes. C'est pourquoi je salue la RTI pour avoir initié cette émission d'éducation. Une émission qui nous permet de faire passer l'information, de partager l'information, de dire à nos compatriotes, attention, les fake news tuent. Et quand on tue, où on va en prison. Mais on aura aussi des problèmes avec Dieu, c'est important. On a aussi des problèmes avec Dieu. C'est les éléments sur lesquels nous devons pouvoir continuer le travail, la sensibilisation, l'information, faire appel à la société civile, faire appel aussi aux journalistes, leur donner les ressources nécessaires. Parce que aussi le secteur, les journalistes, le secteur des journalistes aujourd'hui a beaucoup de problèmes. Il faut leur donner les ressources nécessaires pour continuer d'éduquer les populations, donner la bonne information. Voici ce que nous faisons. Et je pense que vous-même, vous avez vu un peu la qualité du travail qui a été fait par la DTT, la Direction de l'information et des transports technologiques, qui fait un très bon travail, qui a mis en place 3 sites d'information sur les urgences, sur la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, sur le site même de la Direction générale de la police nationale. D'abord, ce n'est pas forcément la répression. On assiste les populations. Parce que quelqu'un qui subit un fake news, il est traumatisé. Il faut lui apporter une assistance. Très bien. Et puis après, vous l'accompagnez. Très bien. C'est ce que nous faisons. Félix Boni, la responsabilité des médias est engagée. Quelle solution? Faire monter en puissance le fact-checking? Absolument, faire monter en puissance le fact-checking. C'est pourquoi aujourd'hui, notre structure, l'Observatoire des médias numériques de Côte d'Ivoire, est en train de gagner en puissance. Quand vous voyez une structure aussi importante comme l'UNESCO qui appuie une telle initiative, ça veut dire que le phénomène a quand même de l'ampleur. Mais quand je reviens à ma définition qui est que le fake news sont l'antithèse de l'information, ça veut dire qu'il faut revenir à l'information. L'information a un auteur, l'information a un producteur. Et c'est le journaliste qui produit l'information. Quand on parle de fake news, c'est l'information toxique. Ce qui est toxique, et sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas faire la part entre le toxique et la bonne information. Je ne suis pas en train de dénier qu'il n'y a pas de bonne information sur les réseaux sociaux. Mais vous n'avez pas la possibilité de faire la part entre la bonne information et la mauvaise information. Là où, à travers par le canal des médias, vous avez l'information qui est encadrée, qui est l'information.
autant le médecin traite des malades et que le pâtissier produit du gâteau et autres, c'est comme ça que le journaliste produit l'information. Allez-y où se trouve la bonne information, c'est-à-dire sur les journalistes. Et je salue l'initiative du ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas que le ministère de l'Intérieur. Je voudrais partager. Permettez que je partage rapidement. Il ne nous reste pas assez de temps. La police, le ministère de l'Intérieur a une plateforme avec les journalistes, à travers laquelle le commissaire Edmond nous donne l'information où nous vérifions rapidement les informations. Ouais. Nous avons les pompiers qui ont une plateforme qui nous permet de vérifier la première information. Je souhaite que les différentes institutions et les structures à travers lesquelles on peut avoir les informations disposent de plateformes de ce genre pour permettre à tout le monde, même pas seulement aux journalistes, parce que ce sont des plateformes ouvertes aux citoyens de vérifier la bonne information. Très bien. Monsieur Marius Komoué. Alors, il faut dire qu'au niveau des fake news sur les réseaux sociaux... Comme solution on ne peut pas dire qu'il n'y a que, ou alors, a priori, on ne parle que de fake news sur les réseaux sociaux. Non. Vous avez le sport qui est traité sur Facebook. Mais quelle solution peut-on apporter? La solution, c'est assez simple. Le procureur l'a dit. La liberté appelle la responsabilité des uns et des autres. Et la loi, tant sur la presse que sur la cybercriminalité, auquel nous avons participé à la rédaction, le dit clairement. Lorsque vous commettez des délits de presse pour le journaliste conventionnel et pour l'internaute, il est bien évident de répondre de cet acte devant les juridictions compétentes. Et donc, tout citoyen qui poste sur un média social, sur une page Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, qui fait en tout cas tout et n'importe quoi en violation des règles qui régissent le traitement d'une bonne information. Une information qui n'a pas la vérité de vérifier, qui n'a pas la capacité de vérifier, une information qui ne découle d'aucun fait réel. Vous la postez pour juste bénéficier des likes, mais vous répondrez si d'ordinaire les juridictions compétentes s'en saisissent, vous répondrez devant les juridictions. Et nous, ça, on ne peut rien contre ça. Cependant, nous disons que Facebook a libéralisé totalement la communication, l'information dans notre pays et contribue donc à asseoir la démocratie. Et d'ailleurs, je peux vous certifier qu'au-delà de tout, lorsque, par exemple, nous pouvons conclure pour vous dire que lorsque la vérité, naturellement, commence à porter ses chaussures, ben, le mensonge aura fait le tour du monde avec les fake news. Non, dans un contexte de cohésion sociale, dans un contexte de responsabilisation des uns et des autres, nous en appelons à la grandeur d'esprit des internautes, à la responsabilisation des internautes, au fin d'éviter justement le traitement d'informations non avérées que sont les fake news. Merci beaucoup. Je rappelle à tous que notre émission est terminée et nous parlions ce soir des fake news. Je voudrais vous remercier, Monsieur le procureur adjoint de la République, Monsieur Yehoua Bell, merci d'être venu. Merci, madame. Monsieur le conseiller technique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur Wodjo Kieli, merci d'être sur ce plateau avec nous pour parler de cette thématique. Monsieur le président Marius Komoué, président du Conseil national des consommateurs, merci d'être venu. Et enfin, Monsieur Félix Boni, journaliste éditorialiste, vous avez été avec nous ce soir, merci. Alors, likez, partagez, commentez sans vérification peut changer le cours d'une histoire, d'une vie, d'une nation. La responsabilité de tous est engagée. Merci de nous avoir suivis et cette émission a été faite sous la supervision de Delphine Blas. Les programmes continuent sur RTI 1. Bonsoir.